La politica sociale, le pilar social europeo. Une Europe du progrès social. C'est une Europe de la violence sociale. Je ne change pas d'avis en ce qui concerne la dimension sociale de la construction européenne. L'Europe sociale, une notion insaisissable, impalpable, invisible pour le citoyen européen. Dans l'Union européenne, la politique sociale est une compétence partagée, c'est-à-dire que les États membres et l'Union se partagent son exercice. Si le social semble être une affaire nationale, les décisions européennes impactent chacun de nous, citoyens européens. Projetés, avortés ou encore oubliés, l'Europe sociale se dessine pour le meilleur comme pour le pire. Sa définition semble insaisissable, elle se défile, se dérobe. L'Europa sociale è un concetto che tanto più uno prova ad afferrare, tanto più gli scivola fra le dita. On ne peut pas avoir de concurrence loyale et un marché équilibré si on a des disparités telles au niveau social. L'Europe sociale et les règles actuelles de l'Union européenne peuvent rentrer souvent en contradiction. Pour pouvoir faire avancer la dimension sociale de l'Europe, il faut que les parties prenantes travaillent ensemble dans une logique de partenariat. Pour moi, l'Europe reste quand même une construction exceptionnelle. Europa wird sozial sein und es wird nicht sein. En tout cas, l'Europe sociale n'a pas vraiment encore eu lieu. Mais alors, qu'est-ce que l'Europe sociale ? Que fait-elle au quotidien ? Qui fait l'Europe sociale ? Qui l'incarne ? Depuis quand existe-t-elle ? Existe-t-elle vraiment ? S'il est compliqué de saisir ce qu'est l'Europe sociale, il est encore plus difficile de retracer sa chronologie. En remontant le fil de la construction européenne, on constate que peu d'éléments font état d'une ambition sociale claire. Les questions sociales se cachent derrière les piliers fondateurs que sont l'économie et le droit. Pourtant, ces questions sont bien présentes dès la genèse du projet européen. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Lors de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, la thématique sociale est évoquée dans l'article 2 du traité qui l'institue. L'objectif de la communauté est le suivant. La Communauté européenne du charbon et de l'acier a pour mission de contribuer en harmonie avec l'économie générale des États membres et grâce à l'établissement d'un marché commun, à l'expansion économique, au développement de l'emploi et au relèvement de niveau de vie des États membres. La question sociale était alors traitée par le biais du travail et donc de l'économie. Toutefois, le traité instituant la CECA prévoyait la possibilité pour la haute autorité, ancêtre de l'actuelle Commission européenne, d'adresser des recommandations lorsque des salaires étaient jugés trop bas. Les institutions européennes ont fait dans la première communauté européenne du social, sur la fixation des salaires dans le charbon et l'acier, sur la liberté de circulation, sur l'application des normes sociales en vigueur dans le pays à tous ceux qui venaient de l'étranger. La libre circulation des travailleurs est véritablement consacrée par les traités de Rome. Alors l'idée que le projet européen devait avoir une dimension sociale, elle a toujours été présente en quelque sorte, puisque le traité de Rome de 1957 formule déjà des objectifs sociaux, et en particulier le fait que la communauté économique à l'époque doit œuvrer pour l'amélioration constante du niveau de vie et le bien-être des Européens. Ce traité porte une attention particulière aux questions sociales. Effectivement, qu'advient-il d'un travailleur italien en Belgique ? Quel droit s'applique ? Ce mécanisme stable a connu peu de modifications jusque dans les années 1970 puis 1980. La communauté économique européenne agit déjà en faveur de l'égalité femmes-hommes, objectif qui était inscrit dans le traité de Rome. De nombreuses initiatives ont été prises dans le but de réduire les discriminations à l'égard des femmes, appuyées par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes. Depuis 1957, il est prévu que les travailleurs masculins et féminins
doivent recevoir la même rémunération. Sur le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'Europe a vraiment été pionnière. Également, la Cour de justice de l'Union européenne a eu une jurisprudence fondamentale. En dépit de ses préoccupations sociales, la construction européenne, à cette époque-là, reste centrée autour de la mise en place du marché unique. C'est vrai que cette première grande période, jusqu'à la fin des années 80, ne met pas du tout la question sociale au cœur de l'agenda et du projet européen. Cette répartition des tâches, elle a été tenable pendant les premières décennies du projet européen, pendant les 30 Glorieuses, puisqu'il avait une forte croissance économique en Europe. Mais à partir des années 80, on voit qu'il est nécessaire de faire plus. Bon, mais remarquez que je trouve ça très bien qu'il y ait une Europe des patrons. Je trouve ça très bien. On va quand même pas faire que l'Europe des patrons. Il faut être inventeur de simplicité, ce qui doit amener un examen... À l'époque de Jacques Delors, le Fonds social et la politique sociale a dépassé simplement l'aide à la mobilité des travailleurs. En 1985, 7 ans s'étaient écoulés sans que le patronat et les syndicats se soient rencontrés au niveau communautaire. Bref, sans une modification des dispositions institutionnelles, il était impossible d'avancer. Avec l'acte unique européen, il y a plusieurs avancées importantes, notamment déjà de définir dans le traité l'objectif de la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de la communauté économique européenne. On établit aussi le dialogue social européen. C'est une priorité pour Jacques Delors de garantir cet équilibre entre les dimensions économiques et sociales du projet européen. L'Europe sociale n'est donc pas encore achevée. Du fait de l'étendue des thématiques qu'elle aborde, beaucoup des questions qu'elle soulève restent encore aujourd'hui d'actualité. Il s'agit toujours de faire du social à partir de l'économie. L'Europe sociale, ce n'est pas que des institutions et des fonctionnaires. L'Europe, c'est aussi des citoyens et des syndicats qui participent à son développement. Des discussions entre décideurs, groupes d'intérêt et citoyens prennent place continuellement dans ces lieux de pouvoir. Les syndicats ont été très tôt des acteurs prépondérants de ces échanges. Au sein du processus décisionnel européen, les syndicats sont systématiquement consultés par la Commission lors de propositions de directives. Les directives sont des textes législatifs fixant un objectif à atteindre par les États membres. Elles ont donc un impact fort sur les politiques nationales. En gros, on peut distinguer deux choses dans le dialogue social européen. D'un côté, l'obligation pour la Commission de consulter ses partenaires sociaux sur tout projet de directive ou de règlement qui toucherait aux matières sociales. La Commission doit recueillir leur avis. Et puis, deuxième chose du dialogue social européen, ces partenaires sociaux peuvent, s'ils le souhaitent, entamer une négociation pour conclure des accords au niveau européen qui peuvent éventuellement être transposés en directive, en droit européen, mais ce n'est pas une obligation et c'est loin d'être systématique. Principale figure syndicale, la Confédération européenne des syndicats, CES, réunit près d'une centaine de syndicats nationaux. Créée en 1973, elle détient aujourd'hui le quasi-monopole de la représentation des travailleurs. Elle est désormais présidée par Laurent Berger. Les intérêts patronaux sont également représentés au niveau européen, mais contrairement à la CES, ils sont portés par plusieurs organisations syndicales. Il s'agit entre autres de Business Europe, des chambres de commerce ou encore de l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Les attentes des syndicats n'ont pas été pleinement satisfaites, malgré l'investissement de ces différentes organisations dans le processus. Il y a aujourd'hui une quarantaine de comités de dialogue social européen sectoriels, le secteur de la coiffure, des banques, du sport, etc. Certains comités sectoriels n'ont conclu, c'est même la majorité, n'ont conclu aucun accord, mais d'autres sont malgré tout un peu plus dynamiques. Je pense par exemple à tous les comités qui relèvent du domaine des transports, c'est là où on a le plus d'accords sectoriels.
l'ordre de grandeur, ça doit être une grosse vingtaine d'accords sectoriels conclus depuis le début des années 2000, qui ont été transposés en directive de REACH. Ils ont débarqué de partout pour battre le pavé au cœur de l'Europe. Au niveau intersectoriel, c'est-à-dire concernant les accords qui touchent plusieurs domaines, les résultats des négociations entre ces acteurs sont assez mitigés. Depuis les années 90, seuls 7 accords ont été trouvés et à peine 3 d'entre eux ont pu être transposés en directive européenne. Le prochain défi de l'Europe sociale ? Le dossier colossal du salaire minimum. Un projet à l'origine de nombreuses discordes. L'objectif est d'assurer un revenu décent pour chaque citoyen européen. But the truth is that for too many people, work no longer pays. And this is why the Commission will put forward a legal proposal to support member states to set up a framework for minimum wages. Il nous faut un salaire minimum partout en Europe, dans tous les pays européens. Et donc, ce que réclame la Confédération européenne des syndicats, c'est qu'on soit dans une forme de contrainte pour fixer le salaire minimum dans chaque pays, qui n'en a pas aujourd'hui, mais qu'on laisse la liberté contractuelle dans les pays qui le fixent eux-mêmes. Pour l'organisation patronale Business Europe, ce dernier semble difficilement réalisable à l'échelle européenne. Nous ne sommes pas d'accord et nous sommes opposés à une initiative, en particulier législative européenne, dans le domaine des salaires minimums. Au niveau européen, il y a une diversité de situations là encore. Dans 22 pays, il y a des systèmes de salaire minimum qui sont définis par la loi, avec un rôle important du gouvernement, qui est variable quand même, avec, selon les relations industrielles, un rôle plus ou moins fort des partenaires sociaux. Les États membres des communautés européennes signent à Maastricht le traité sur l'Union européenne. Après un bond en avant en matière sociale impulsé par les commissions Delors, la communauté européenne s'est également adaptée au tournant historique de la fin du siècle dernier. En 50 ans de construction européenne, le pilier social n'en est qu'à ses fondations. Le début du XXIe siècle offre néanmoins de nombreuses opportunités pour que l'Europe se saisisse à nouveau des questions sociales. Le passage à la monnaie unique, l'adhésion de 10 nouveaux États membres ou encore l'ébauche d'un traité constitutionnel sont autant de symboles qui doivent consolider l'ancrage social de l'Europe. Pourtant, ces évolutions et possibles réformes se heurtent en réalité à une longue phase de turbulence et d'euroscepticisme. Ipsos des résultats de ce référendum, les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55%. En 2005, l'Europe sociale se heurte au rejet du traité constitutionnel. Un an après les élargissements à l'Est, les questions sociales sont au cœur de la campagne du non. Comme pour chaque nouvel État membre, l'entrée dans l'Union s'accompagne toujours de problématiques sociales. Les adversaires de la nouvelle constitution européenne lui reprochent d'imposer un système socio-économique trop libéral. Soutenir ces nouveaux membres et limiter la distorsion de concurrence deviennent alors des défis à relever pour l'Europe sociale. Les élargissements ont fait rentrer des pays qui n'avaient pas notre niveau de protection sociale et qui n'étaient pas engagés dans la même histoire que nous. Notre histoire à nous, c'est qu'il existe une protection sociale bien développée et la priorité, c'est la protéger. Tandis que dans beaucoup de pays de l'Est, la préoccupation, c'était avant tout la convergence économique. La protection sociale pouvait apparaître comme un frein. Et donc, souvent, les pays de l'Est se sont opposés à toute mesure d'harmonisation. Parliament in Strasbourg, you took the initiative to call for a social summit. Alors ici on a un peu une contradiction puisque d'une part l'élargissement rendrait encore plus nécessaire de renforcer l'Europe sociale puisque on a les différences entre le niveau de vie niveau de vie entre les pays qui s'accentuent et aussi les normes sociales qui sont très différentes entre les pays. Donc on a une accentuation des différences entre les pays. Mais à côté de ça, on a des pays qui adhèrent à l'Union européenne, donc les pays
d'Europe centrale et de l'Est qui ne sont pas forcément des pays moteurs qui ont envie de donner plus de pouvoir, plus de compétences à l'Union européenne dans le domaine social. Au-delà des inégalités induites par l'entrée de nouveaux États membres, les crises successives fragilisent à nouveau le contexte socio-économique européen. In addition, huge news beyond Lehman Brothers, which is not the biggest shock this morning, by the way. Merrill Lynch. La crise des subprimes de 2008 vient secouer les fondements sociaux encore fragiles de l'Union européenne. Cette crise, au départ financière, déteint alors directement sur le quotidien des citoyens européens. Ce sont 124 millions d'entre eux qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté en 2012, contre 116 millions avant la crise. Pour tenter de sauver la situation économique européenne, une politique d'austérité est mise en place. Délaissée, l'Europe sociale disparaît alors de l'agenda des institutions européennes pour une longue période. Vieles nicht bei den Leuten angekommen ist und das hat man klar an dieser Wirtschaftskrise, Finanzkrise gemerkt. Hätten wir da ausreichend Sozialstrukturen gehabt, wie einen EU-weiten Mindestlohn, eine Arbeitslosenrückversicherung, wäre es, glaube ich, für viele wirtschaftlich nicht ganz so dramatisch gewesen. Et donc cette règle des 3%, elle est importante parce que l'Europe n'est pas toute seule. Elle se situe quand même dans un contexte mondial, c'est pas vous que je l'apprendrai. Donc il faut faire au mieux avec ce qu'on a. Mais cette règle des 3%, elle est importante aussi, parce que si on creuse, effectivement, c'est déficit et qu'on a des... Et on le voit d'ailleurs dans certains pays qui ont été très contraints, comme la Grèce, qui aujourd'hui remontent la pente. Ils remontent la pente. Il y a un prix social quand même, quand on regarde... Il y a eu un prix social, c'est certain, mais qui aurait eu de toute manière si on n'avait rien fait. L'Europe sociale n'était pas là à une époque où on en avait besoin. Et c'est après, avec la commission Juncker en 2014, qu'il y a une volonté de relancer l'Europe sociale. Jean-Claude Juncker avait déclaré dans son premier discours en 2014 face au Parlement européen, il avait dit « Je veux une Europe sociale notée AAA », où ce qui voulait dire qu'il voulait remettre l'Europe sociale au cœur du projet européen et renforcer cette dimension du projet européen. Dans cette démarche, le socle européen des droits sociaux de 2017 fixe un cadre et des objectifs clairs en matière sociale. Il est temps que l'Europe obtienne le AAA social, dont nous sommes, il faut bien l'avouer, encore loin. En s'émancipant de la sphère économique, l'Union étend son action à d'autres domaines. L'égalité et la lutte contre les discriminations deviennent alors des priorités. En parcourant l'Europe sociale, nous avons rencontré son histoire, ses acteurs. Nous avons découvert ses échecs, mais aussi ses réussites. Mais l'Europe sociale reste une énigme qui ne relève pas d'une seule narration. L'Europe sociale est embryonnaire, en pleine construction, mais elle est là, bien présente. Elle fait partie de notre quotidien. On la voit sans l'apercevoir, on l'aperçoit sans s'en rendre compte. Mais pourquoi paraît-elle si distante, si insaisissable ? La parole doit être donnée aux citoyens européens, aux femmes et aux hommes qui font l'Europe au quotidien. Nous sommes partis à leur rencontre. Qu'attendent-ils aujourd'hui de l'Union européenne en matière sociale ?